Bonjour les experts, avec nous ce matin Guillaume Dard. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Vous êtes président de Montpensier-Arbevel et vice-président de l'AFG, je ne l'ai pas oublié. En face de vous, pas en face au sens politique, mais au sens géographique, Emmanuel Combe, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à la Schema Business School. Et à côté de vous, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Merci d'être avec vous. Alors, le budget, on va rentrer tout de suite dans l'actualité parce qu'il y a eu une sorte de coup de matraque là dans le budget. Il y a eu un vote qu'on n'a peut-être pas vu arriver, qui a peut-être déjà tué le budget dans l'œuf sur les multinationales, avec cette taxe massue qui serait censée rapporter 26 milliards. Est-ce que le budget est mort et enterré? Guillaume, est-ce que c'est mort là? D'abord, il faut faire un constat un peu global. La France est en crise de nerfs. Elle vient de comprendre... Elle a mis du temps. Crise de nerfs et crise politique. Et crise politique, mais la crise politique est le reflet de la crise de nerfs globale du pays. Elle vient de comprendre avec M. Bayou qu'elle était vraiment surendettée. Elle vient de comprendre que son système éducatif, que ses exportations faiblissaient, qu'elle perdait des parts de marché, que l'automobile qu'elle a inventée avec les États-Unis fermait ses usines en France. Elle sent bien que la situation est grave. Et donc, quand la situation est très grave, on cherche des gourous. Vous vous souvenez du Covid? Covid, on ne savait pas très bien avant que les vaccins arrivent. Et là, on avait eu un gourou. Comment il s'appelait? Le professeur Raoult. Et donc, le professeur Raoult allait tout régler. Et alors aujourd'hui, il y a un nouveau gourou. Et vous ne pouvez plus allumer une télévision. Son prénom, c'est Gabriel? Et son prénom, c'est Gabriel. Et son nom, c'est Zuckman. C'est le nouveau gourou. Et donc, on est en train de faire, à mon avis, presque... J'ai peur qu'en tout cas, ces recettes soient aussi mauvaises pour l'économie française que celles du professeur de Raoult. Enfin, faisait courir, il n'a peut-être pas tué tout le monde, mais faisait courir des risques. Et donc, si on veut vraiment faire croire, mais c'est arrivé, quand la France va très mal ou est en crise de nerfs, on a à chaque fois les mêmes réflexes. Il faut trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est les riches. Philippe le Bel a fait brûler les Templiers, il a expulsé les Lombards. À toute époque, Savonarola à Florence aussi a fait partir les changeurs. À toute époque de l'humanité, c'est la même chose à Rome, c'est la même chose dans la Grèce antique. Tout d'un coup, il y a une espèce d'affrontement très fort. Et vous vous souvenez quand même de la phrase de Johnson, appauvrir les riches n'enrichira jamais les pauvres, mais le gourou est en train de le faire croire. Et ce qui est incroyable, c'est de voir qu'à l'Assemblée, on y croit quand même dans les deux tiers de l'Assemblée. Et je vais laisser la parole à mon voisin sur le dernier sujet. Et là, bon, on se dit, on va faire payer les riches, les vrais riches mondiaux, les multinationales. Mais alors là aussi, mais enfin techniquement, je crois que quelqu'un va l'expliquer mieux que moi à quel point c'est déraisonnable. Et puis il y a la taxe GAFAM aussi, hein, ne l'oublions pas. C'est ce que je voulais dire. Juste la deuxième GAFAM. Ah oui. Ouais. Emmanuel Combe, déjà quelle humeur vous avez quand vous regardez Je rejoins Guillaume, en fait, c'est un déni. C'est un déni d'économie et c'est vrai qu'on est... Un déni d'économie, ça. Oui, pour moi, tout est devenu politique, au mauvais sens du terme. La politique est un métier noble, mais ça veut dire que tout se lie à l'aune de « il faut que ce gouvernement ne tombe pas » et au nom de la stabilité politique, il n'y a plus aucune rationalité économique. Ce que j'entends par rationalité économique, pourquoi moi je suis un petit peu comme Guillaume sur les nerfs, c'est quand un économiste, sa règle, me semble-t-il, une de ses règles, c'est de toujours évaluer les conséquences d'une décision, d'une mesure. Et là, on a l'impression, on sort un truc du chapeau, revenons sur la taxe GAFAM. Il était prévu de passer de 3 à 15, et ça pose problème à finalement, personne. 6%. Je vais y revenir, mais enfin, x5. Y a-t-il eu, je vais y revenir, une évaluation des effets indirects? Vous savez, c'était Frédéric Bastiat, le grand économiste français, injustement méconnu dans son propre pays, qui disait que l'économiste, c'est quoi? C'est l'art de voir l'invisible. Alors certes, la taxe GAFAM, elle va peut-être apporter quelque chose, sans doute. Mais est-ce qu'on a pris en compte tous les effets indirects, négatifs? J'y reviendrai si vous voulez tout à l'heure pour ne pas faire un long tunnel. Mais il y a cette idée qu'au fond, tout ça, on sort du chapeau des mesures qui en plus, et là je rejoins aussi Guillaume, ne sont pas des mesures miracles. Et c'est là où j'en veux un petit peu à Gabriel Zuckman, parce que c'est un très bon économiste. C'est faux de dire que ça n'est pas un économiste, c'est un très bon économiste, mais il a fait de sa mesure l'alpha et l'oméga. Alors en fait, on sait très bien qu'en réalité, sa taxe, elle rapportera au mieux 4 milliards, 5 milliards, et encore, sans prendre en compte les effets indirects. Donc je rejoins Guillaume, on a l'impression qu'on n'est plus dans la rationalité, on est dans les effets d'annonce, personne ne regarde les évaluations. Elles existent, ces évaluations, il y a le conseil d'analyse économique, il y a des économistes sérieux qui disent, voilà, on est vraiment dans la démesure, il faut boucler le budget, c'est la course à l'échalote, tout ça n'est quand même pas très rationnel. Jean-Pierre Petit, vous êtes sur les nerfs, vous aussi?
Non, enfin bon, moi non, on a Guillaume et Emmanuel sur les nerfs. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, tout ceci ne me surprend pas trop, en fait. Voilà, on a une logique complètement clientéliste en France, de la classe politique française, donc ça fait longtemps. Donc là, effectivement, il n'y a aucune mesure. Enfin, je veux dire, les 5 ou 6 milliards ou 10 milliards, je m'y perds. Mais on s'en mène. Là, il faut une calculatrice. Ça ne veut strictement rien dire, puisqu'il n'y a aucun impact, aucune mesure sur l'impact que ça aura sur la croissance potentielle et donc même sur la croissance tout court. Et donc sur les recettes fiscales futures de tous les autres impôts, et donc sur la soutenabilité des finances publiques. Aucune. Si je prends la taxe sur les GAFAM, on ne regarde pas qui va payer, ça va être le consommateur. Et Trump, bien évidemment, va regarder ça, il va être très cool avec, surtout... il va adorer. Ah, il a tort, surtout quand ça vient des gauchistes. Ça c'est sûr qu'il ne va rien faire. Non, mais tout ça est bidon, mais de toute façon, bon, le problème, c'est que, je veux dire... La régulation des finances publiques, elle doit passer à 80-90% par les dépenses. Tout le monde le sait très bien. Et que comme on a un système clientéliste, contrairement, alors puisque tu citais l'histoire, moi je vais citer d'autres périodes de l'histoire, 1789, ce qui m'a frappé dans l'historiographie contemporaine, moi quand je lisais les causes de la Révolution française, il y a longtemps, quand j'étais étudiant, ça remonte à plus de 40 ans, les aspects financiers n'étaient pas mis très en avant. Là, ce que je remarque dans l'historiographie, c'est que la crise financière sur la fin du règne de Louis XVI est beaucoup plus importante. Et les rentes, alors là, on aurait pu instaurer la taxe Zuckman. Là, ça ne m'aurait pas choqué. On était en sécession. Quand on voyait que le clergé et la noblesse ne payaient pas d'impôts, là, on aurait pu faire. Mais là, je viens de lire un livre incroyable, que c'est un peu trop long à lire, ce sont les dépêches des ambassadeurs de Venise en France de 1785 à 95. Et ce qui est formidable par rapport aux livres d'histoire justement qui sont racontés quand on connaît l'histoire, c'est que c'est leur rapport, c'est un peu la CIA à l'époque, les ambassadeurs de Venise, ils font un rapport toutes les semaines à Venise pour voir quelle est l'évolution de la situation. Et donc, notamment, le 4 août, ils disent « Ah, il y a les devoirs, les droits de l'homme et du citoyen, c'est très bien, mais connaissant les Français, on aurait dû tout de suite mettre les devoirs. » Et dès 1788, on est en cessation de paiement. Et c'est là où, du coup, on est obligé de convoquer les États généraux. Et les pensions qui existaient, c'était pas... Et alors, du coup, on avait essayé de faire un programme d'économie. Mais ça n'avait pas suffi et ça avait créé beaucoup de mécontentement. Et les pensions, ce n'était pas juste pour les rentes des aristocrates, c'était des pensions, on les donnait, je sais pas, ça s'appelait des domestiques, on donnait à beaucoup de gens. Et ça a créé du mécontentement. Et le 5 mai 1789, les États généraux se tiennent enfin après 6 mois d'hésitation. Et le roi commence son speech comme ça, le roi Louis XVI, il dit, voilà, à mon avènement, il y avait déjà beaucoup de dettes en France. Et on a eu la crise du Covid, la guerre d'Ukraine, non, on a eu la guerre d'indépendance américaine, on a beaucoup dépensé, on est obligé de monter les impôts, il y a un gros débat sur la répartition. Je compte bien sur vous pour m'éclairer de façon intelligente à qu'on trouve un équilibre. Résultat, les États généraux deviennent l'Assemblée nationale et vous connaissez la suite. Et on est rentré progressivement dans une crise absolument incroyable, mais c'est très progressif, et ça finit dans la famine d'1 million de morts. Emmanuel Combe, attendez. Juste finir quand même sur le 1789. Effectivement, je voudrais qu'on se remette sur aujourd'hui aussi. Mais non, parce qu'on est dans un... C'est ça. On rejoue la Révolution chaque année. Donc les grandes crises financières, il y a 58 aussi, on pourrait en parler, mais c'était moins grave, mais enfin quand même. Il y avait aussi la guerre de 7 ans qui avait coûté très cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que les rentes aujourd'hui, elles ne sont pas tellement... au niveau fiscal, elles sont plutôt au niveau des dépenses. Il y a combien de gens qui dépendent de la dépense publique en France? C'est terrible à dire, mais si tu comptes les retraités, si tu comptes les fonctionnaires sous statut, si tu comptes les titulaires de RSA, etc., t'es pas loin de 30 millions de personnes. Ah bah oui, et les rentes, elles sont là. Une fois que tu as capté une rente, elle est sanctuarisée. Il y a un économiste célèbre qui est prix Nobel 82, qui s'appelait Stigler, qui l'a bien montré. Et c'est une économie de rente, c'est une économie même de connivence, la France, soyons clairs. Elle ressemble un peu à un pays dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'Argentine. Moi, il y a une quinzaine d'années, j'avais dit, sous forme provocatrice, dans un éditorial que j'avais fait pour les Cahiers Verts, l'Argentine est l'avenir de la France. Juste un point, mais bon, je veux pas non plus, on n'y est pas non plus, enfin, voilà. L'Argentine était 12e au PIB par habitant en 1950, elle est 70e aujourd'hui en PPA. La France, avant 1974, était toujours parmi les 15 premiers. Aujourd'hui, elle se balade entre 27, 28, 29e à peu près. Donc voilà, on y est.
Emmanuel. Alors, je voudrais revenir sur la taxe GAFAM. À nouveau, portée à 6% qui existait déjà, donc on pourrait. Elle était à 3%, elle était portée à 6%. Puisqu'elle existait, on aurait bien aimé avoir une évaluation du gain net, pas du rendement. Elle rapporte à peu près 750 millions d'euros. Mais comme l'a dit Jean-Pierre, d'abord, je vois mal Donald Trump ne pas réagir au titre de la section 301. Il va nous sortir une belle mesure, comme l'ont fait. Je change de sujet, mais c'est le même. Les Chinois en ciblant, parce que c'est l'Europe qui ciblait en réalité. Il n'y a pas de taxe sur la France, mais en ciblant de fait la France, la fameuse taxe sur le brandy, c'est-à-dire sur le cognac. À mon avis, il va nous mettre une taxe, vous allez voir, j'espère pas, sur les vins et spiritueux. Donc déjà, naïveté de penser qu'il n'y aura pas de représailles, mais surtout, comme le disait Jean-Pierre, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'il n'y ait pas de raisonnement sur mais qui supporte la taxe. Pardon, Ludovic, à mes étudiants de première année de micro, on leur explique l'incidence fiscale. Il suffit de recevoir une facture Google, par exemple. Qui paye la taxe, on le sait tous, ça dépend de l'élasticité prix. Ouais, on ne va pas faire un cours d'économie. On sait qu'en général, c'est celui qui va payer, ça va être l'annonceur. Alors je regardais sur LinkedIn, en effet, il y a un patron qui a montré sa facture Google Ads. Et sa facture Google Ads, c'est mieux que ça. Il y a maintenant une ligne où c'est écrit risque réglementaire en France. Donc c'est reporté. Alors c'est reporté sur qui? Les annonceurs, c'est quoi? C'est à la fois L'Oréal, enfin des grands, qui ont la capacité d'aller ailleurs que faire de la publicité sur Instagram et sur Google Search. Ils peuvent aller à la télévision. Mais quand vous êtes une PME et que vous n'avez pas trop d'argent, le seul canal publicitaire pas trop coûteux, c'est de passer par les réseaux sociaux. Donc en réalité, paradoxalement, pour moi, c'est presque une taxe sur les TPE et les PME qui cachent son nom. Deuxième effet, on ne peut pas exclure que des géants du numérique se disent la punition, entre guillemets, vis-à-vis de la France, ça sera de ne pas lancer des nouveaux produits. Alors, je vous rappelle, c'est déjà le cas en France. Il me semble que Google Overview n'est pas disponible en France, pas pour des raisons de taxes, pour des raisons de, je cite, risque réglementaire. De régulation. On aura même, si vous voulez, une punition qui prend la forme de ne pas lancer un produit. Est-ce que tout cela a été évalué? À la fin des fins, est-ce que finalement le risque que l'on prend, qui est un risque quand même fort, en vaut la chandelle? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais tout ça qui sort du chapeau, comme ça, entre le soir... On parlait de crise de nerfs. Hier soir, moi, j'étais parti sur l'idée 3,15. Là, je me dis, c'est pas possible. x5. Et ce matin, on se réveille 3,6. Pourquoi pas 3,5, 3,7? Tout ça est quand même, excusez-moi, un peu amateuriste. Où est le long terme? Où est le long terme dans le raisonnement? On va y revenir. Mais bien évidemment, au contraire, c'est très cohérent ce qui est en train de se passer. Et je pense que Jean-Pierre a bien fait de parler de la période révolutionnaire et des phénomènes d'assemblée. Parce que ce qui est très intéressant quand on regarde ce qui se passe dans une assemblée, et si vous regardez la façon dont justement les assemblées de la constituante, législative, convention vont déraper, c'est-à-dire qu'une idéologie dominante s'installe. Aujourd'hui, le mot, c'est justice fiscale. Donc, vous voyez des gens de tous bords. Il y a le LR là qui dit non, on ne veut pas d'augmentation d'impôts, et encore qu'ils ont mis un peu de temps par le gouvernement d'ailleurs. Mais maintenant, ils le disent. Maintenant, ils le disent clairement. Ils disent on votera contre toute hausse d'impôts. Mais tous les autres partis, de centre, de gauche et d'extrême droite, disent ah oui, non, mais justice fiscale. Or, c'est sans fin. Parce que, d'ailleurs, il y a une très belle phrase de Goethe. Pensez, les législateurs et les révolutionnaires qui vous disent que l'égalité et la liberté sont compatibles sont soit des psychopathes, soit des charlatans. Et on est pris par... on a un magnifique liberté, égalité, fraternité, c'est magnifique, sauf qu'on comprend que si c'est l'égalité à tout prix, et au lieu d'être l'égalité, tous les hommes sont égaux en droit, ça devient tous les hommes doivent être égaux matériellement et parfaitement matériellement, ça s'appelle le communisme et ça n'a jamais fonctionné, mais on est dans cet état d'esprit. Alors Guillaume et Emmanuel, vous êtes sur les nerfs, Jean-Pierre Petit, vous êtes fataliste. Non, mais attendez, je veux juste revenir. Est-ce qu'on ne s'excite pas pour rien? Parce que la mesure qui est tombée hier quand même sur la taxation des multinationales, proportionnellement à leur activité en France, censée rapporter 26 milliards. On va déjà, censé. Bon, ok, peu importe. Mais est-ce qu'on n'est déjà en train on ne parle pas d'un budget qui est déjà mort? Parce que ces 26 milliards, on sait que maintenant la suite des débats, elle est hors sol, en fait. Et déjà, les 26 milliards, vous les sortez d'où? C'est pas moi qui ai chiffré. Je suis pas sûr en plus que d'un point de vue juridique, ça tient. La France a signé des conventions fiscales. De toute façon, il va y avoir des Roland Lescure, à défaut d'avoir dit un gros mot, a dit c'est 20 milliards d'ennuis. Pour pas dire dans... Mais je voudrais revenir quand même sur un point qu'a évoqué Jean-Pierre. C'est pas qu'on est sur les nerfs, mais c'est que
vous présentez ça comme une évidence, l'idée que, bah oui, c'est la politique. Il y a quand même des pays démocratiques, avec des socialistes, ça s'appelle le Portugal. Je lisais pas plus tard qu'hier l'excellente interview, je crois que c'était du ministre des Finances dans le Figaro, qui un jour se sont dit, premièrement, on va dans le mur, on a consensus sur ce point-là, on met en place du long terme, des réformes structurelles, et on y arrive. Donc j'entends le point de Jean-Pierre qui dit, bah, c'est normal, la politique, c'est ça, c'est l'art du court terme. Il y a quand même des pays démocratiques qui sont arrivés. Ça, c'est le premier point. Et puis, il y a un second point. Schröder, en Allemagne, il y a 10 ans. Oui, ce qui me gêne dans ce débat, enfin, dans le débat actuel à l'Assemblée nationale, c'est que cette idée que, et ça rejoint un peu ce que disait Guillaume, il y a un gâteau stable dont il faut se répartir les parts. On a désigné les deux coupables, c'est les riches et les multinationales ou les GAFAM. Il n'y a jamais la réflexion sur et si on augmentait la taille du gâteau. Or, tout ça est documenté. Je veux dire, on ne parle pas de choses secrètes. Moi, je relisais encore hier le rapport du CAE. Alors, je ne dis pas que le CAE, il faut le prendre, c'est l'alpha et l'oméga. C'est quand même des gens qui ont bossé. Et ils vous disent, les réformes structurelles, horizon 2030, c'est 5 ans, on ne parle pas de 50 ans. 2030, ça serait à peu près 45 milliards chaque année si on arrivait à faire un peu plus de gains de productivité et si on augmentait le taux d'emploi. Enfin, c'est des choses qui sont hyper connues. 45 milliards. Avec 45 milliards, vous avez presque, par an, vous avez résolu votre problème de déficit primaire. Hein. Vous voyez, ce qui me gêne, c'est que non seulement tout ça tombe du ciel, il n'y a pas d'impact, mais il y a le vrai débat, c'est comment on fait croître la taille du gâteau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de baisse des dépenses publiques. Productivité, croissance. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, parce qu'on n'a pas le choix. Il faut stabiliser le ratio dette sur PIB. Je dis simplement, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est la réforme structurelle. Le Portugal l'a fait. Enfin, donc Jean-Pierre Petit, je vous sens là. Non, c'est-à-dire que je parlais de la classe politique française. On est d'accord. Il y a aussi la Suède, social-démocrate. Oui, mais la Suède et l'Allemagne, c'est des pays raisonnables. Oui, mais alors. Comment ça, la France n'est plus raisonnable? La Nouvelle-Zélande, dans les années 90, on l'a oublié, avait des problèmes de dette. Le Canada, des années 90 aussi. Hein, donc il y a eu des gouvernements de centre-gauche qui ont fait des réformes. Donc le sujet dépasse un petit peu la sphère économique. Pour moi, c'est un problème. Un peu culturel. Gramsci disait souvent, c'était un marxiste, mais il disait souvent, on n'aura jamais le pouvoir politique si on n'a pas le pouvoir culturel. Et c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. Barnier, quand il arrive, son premier discours, je ne m'interdis pas de prendre des mesures de justice fiscale, au sens augmentation d'impôts. Et c'est un mec qui est réputé de droite, enfin, ou de centre-droit. Voilà. Donc ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Le langage est très important. Le langage politique est très important. Ça, parce qu'il reflète vraiment... C'est quelque chose qui ruisselle. Voilà, exactement. Et Guillaume Dard. Tu as raison. Et deux, donc, on a trouvé cette incarnation par... et c'est incroyable, d'ailleurs, parce qu'il y a 3 semaines, on reprochait au service public d'avoir mis Zucman partout. Maintenant, il est en permanence sur tous les plateaux de BFM, mais vous aussi, Guillaume. De LCI. Hein. Mais vous aussi, vous êtes sur les plateaux. Non. Soyons sérieux. Et le prof... Et c'est quand même pas le professeur Rueff en 58, si vous voulez. Hein. On a quand même là une chute de niveau, c'est-à-dire une non-réflexion absolue. Le général de Gaulle, dans le plan de 58 avec Rueff, il est dur son plan d'ailleurs, hein. Il attaque beaucoup de rentes, il y a des impôts, etc. Mais il y a une cohérence, et puis ça va être démontré, et ça repart. Mais il refuse justement, si vous relisez les Mémoires d'espoir, il l'écrit très bien, le général, il dit « J'ai refusé d'écouter les partis et les médias, entre guillemets, le monde, ce qui était, et même le Figaro, c'est-à-dire qu'il a dit, je refusais, j'ai compris que le peuple comprendrait, et j'y suis arrivé. Et c'est-à-dire que on ne va pas ni attaquer les médias, ni attaquer la démocratie représentative, mais on sent bien que, comme l'avait expliqué Jean-Pierre, les gens veulent être élus, et élus, il faut aller au plus facile, la position la plus démagogique possible, et celle qui passe, parce qu'elle donne une solution très courte aux gens. Guillaume, ce que vous décrivez, c'est un petit peu la posture, peut-être qu'il a mal pas réussi, qu'avait tenté de prendre François Bayrou le 15 juillet dans son discours. D'une certaine façon, sauf que on est dans une séquence où lui-même, Bayrou, enfin je ne veux pas parler de politique politicienne, c'est pas intéressant, mais ce qui a été intéressant, en tout cas dans la phase Bayrou de juillet à septembre, c'est que lui-même a quand même fait un constat assez lucide sur la situation. Mais ensuite, sur les solutions, de toute manière, il n'en avait pas parce qu'il était immédiatement coincé. Mais je crois que confusément, les Français savent qu'il faut changer les choses, et pour l'instant, ce qu'on leur propose, c'est des solutions à la petite semaine avec des effets délétères qu'on ne mesure pas. Et un autre point, c'est pas seulement une histoire de culture. Alors vous allez me dire, je prêche pour ma paroisse, pour notre paroisse, je crois pas, c'est objectif.
la faible place des économistes au sein des élites administratives. Vous prenez l'Italie, je suis désolé, l'Italie, vous avez une véritable élite d'économistes, des vrais économistes. Il n'y a pas que Draghi, hein. Draghi, Monti, on pourrait faire... En France, et j'ai travaillé en cabinet pendant 5 ans, donc je peux en parler, hein, l'économie, c'est vu comme de l'intendance. Limite, c'est de la compta. C'est de la comptabilité. L'économiste, c'est celui qui va faire des calculs. On est un pays de juristes. On est un pays d'administration, je ferai une loi et tout ira bien. Or, l'économiste, qu'est-ce qu'il vous dit? Le logiciel de l'économiste, c'est justement de dire, dès que tu fais un texte, il va être contourné. Bref, il faut regarder l'invisible, tout ça est subtil. On n'a pas de culture économique. C'est qui le dernier ministre des Finances qui a vraiment une formation d'économiste? C'est DSK et Raymond Barre. Je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Moi, je crois qu'un pays qui part du principe que le ministère de l'économie n'est pas forcément dirigé par des économistes, en tant que citoyen, moi, ça me gêne un peu. L'économiste est une science sociale. Je ne dis pas que c'est une science mathématique. Mais c'est quand même mieux quand vous êtes malade d'aller voir un médecin que d'aller voir un non-médecin. Les médecins se trompent. Néanmoins, nous allons voir des médecins. Et moi, je suis persuadé qu'un des mots français, c'est le fait que les vrais économistes n'ont pas, dans la décision politique, le poids qu'ils ont eu. Et d'ailleurs, Guillaume citait Rueff. Enfin, Rueff, pardon, grand économiste, libéral certes, mais grand économiste. On a perdu aussi cette culture qui consiste à dire il y a le droit, il y a aussi la science économique qui dit des choses. Et finalement, le seul que l'on entend aujourd'hui, c'est Gabriel Zucman, qui, je le répète, est un vrai économiste. Alors, on pourrait en faire quelqu'un d'autre, c'est qu'on a quand même un prix Nobel de l'économie depuis quelques semaines. Espérons que Philippe, moi j'espère beaucoup que Philippe dont le moteur est l'innovation, pour résumer, pour aller vite. C'est quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas suffisamment. Moi je compte beaucoup sur Philippe. Il a une parole très forte. Il est sûrement formidable. Il a l'air encombré quand même. Il est encombré dans le débat politique. Puisque sa déclaration était de dire il faut voter le budget même s'il n'est pas bon parce que sinon il y a le RN. Donc le problème c'est que il s'est foutu là-dedans. L'économiste doit rester un peu sur son avantin. Donc l'économiste doit rester quand même dans une position un peu sur son avantin. Et c'est pour ça que Aguillon est formidable, mais il est intervenu dans le débat politique instantané puisqu'en s'opposant au risque du RN. Et quant à Glucksmann, il fait le programme du non-front populaire. Donc ce pas ce qu'on appelle ce sont des économistes qui ne sont pas restés dans une position de neutralité. Typiquement, sur les réformes structurelles, la voix de Philippe va être essentielle, parce que Philippe, c'est le plus légitime pour nous expliquer que le problème de la France, c'est la diffusion des gains de productivité. D'ailleurs, c'est moins l'innovation que la diffusion de l'innovation. Regardez les PME qui ne sont pas passées à l'IA. Je regardais hier, 50% des PME françaises n'utilisent pas véritablement le numérique. Or, c'est ça les leviers de productivité. Et là, Philippe, il peut avoir un message mais énorme. Le vrai sujet, c'est la taille du gâteau. C'est pas de se répartir le gâteau à taille constante. Oui, mais il y a d'autres sujets. Hein. Il y a l'efficience administrative, politique. Enfin, il y a d'autres sujets que les gains de productivité issus de l'IA. Enfin, en France, on accumule les problèmes. Hein. C'est toute une série de passifs. Enfin, on parle c'est pas que l'IA, c'est aussi la formation, les compétences. Oui, c'est la formation, les compétences. Parce que je veux dire, c'est qu'on accumule les passifs. On parle de la dette financière de l'État, oui, d'accord, mais il y a le passif humain, donc le niveau de déscolarisation, etc. Ça va bien au-delà. Le passif technologique, on est très en retard dans le numérique. Voilà, il y a le passif même à la défiance croissante des Français à l'égard, justement, de la parole politique. Et ça, c'est un gros handicap qu'on va avoir du mal à surmonter. Je vois juste remonter un petit peu, une dernière fois, promis, sur l'histoire. Comment ça s'est résolu, la Révolution française? On a eu 10 ans de guerre civile, en fait, à partir de 1789. Il y a un type qui s'appelait Napoléon qui, on l'oublie souvent, parce qu'on mentionne tout un tas de trucs sur Napoléon, mais on oublie souvent la restauration financière qu'il a rétablie. Alors jusqu'en 1811, 1812, parce que faut quand même bien reconnaître que la guerre, ensuite, ça a quand même plutôt dégradé les choses. Et puis en 58, effectivement, tu as la restauration par De Gaulle, qui est puissante, forte et sans démagogie. Autant en 44, il avait un peu cédé, parce qu'il se disait en 44, on est 4 ans de guerre, on est mort. Là, il avait un petit peu cédé. En 44, il n'a pas été longtemps au pouvoir, il était au pouvoir pendant 18 mois, en fait, jusqu'en janvier 46. Mais là, il a dit, la France mérite un discours de vérité. Et surtout, la distinction qu'il a faite, je ne suis pas là pour faire la politique des Français, je suis là pour faire la politique de la France. Voilà, ce qu'on aimerait. La vision, la projection. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est... Au fond, Emmanuel Macron a lancé beaucoup de bonnes initiatives dans la politique de l'offre. Pour différentes raisons, effectivement, la France est quand même dans cette situation très difficile et cet endettement a monté de façon incroyable. Donc, tout ce qu'il a pu dire, que moi je considère positif, devient décrédibilisé. Et c'est un peu, vous vous souvenez de l'histoire des premiers de cordée,
eh ben, on a l'impression que maintenant, il faut pendre tous les premiers de cordée. Mais je ne sais pas si les premiers de cordée sont assez occupés des autres, mais enfin, si vous pendez tous les premiers de cordée, vous n'allez pas monter la montagne des difficultés. L'Himalaya aurait dit Bayrou. Face jusqu'à la France. Or, il y a une espèce de discours là aussi surnaturel qui considère que si vous tapez sur les entrepreneurs, les personnes qui ont des capitaux à investir, etc., c'est pas grave du tout. Ils continueront quand même à mettre leur argent pour faire avancer la France. Et c'est quand même une volonté de ne pas comprendre la nature humaine qui me semble très déraisonnable. Surtout que c'est documenté. On sait que c'est documenté. Hein. Typiquement, sur la taxe Zuckman, le taux d'évasion, ça sera à peu près 75%. Hein. 50% par évitement, optimisation, et 25% par l'exil. Tout ça a été montré. Enfin, en plus, il y a l'expérience des pays scandinaves. Mais la passivité, tout simplement. Je crois que c'est le CAE qui dit que pour 1 euro, à la fin, c'est 25 centimes. Oui, c'est le ratio de 25 centimes. Non, parce que ça, ils disent qu'ils le règlent. Il y aura des taxes pour les taxes. D'ailleurs, on parle de la Révolution. Alors ça, c'est très français. C'est quand il y a un problème, je remets une couche. Au début de la Révolution, on avait le droit d'aller et venir où on voulait dans les pays étrangers. Ensuite. Et tout d'un coup, en 91, quand le roi essaye de s'en aller à Varennes, on dit c'est fini, tout Français qui part du pays va payer 3 ans d'impôts. Et après, on lui a coupé la tête.